témoignons ces temps-ci d'une montée incessamment progressive d'idéologies extrémistes. Cet état de choses nous laisse perplexes devant les menaces perpétrées à l'encontre des populations innocentes et face aux réactions des gouvernements parfois qualifiés d'abusifs. Notre sujet d'aujourd'hui, l'état d'urgence n'est pas compatible avec l'état de droit, sera débattu par nos deux équipes ici présentes, l'équipe du pour, la deuxième année C et la deuxième année Sciences Maths 1, ainsi que notre très cher jury, Monsieur Do, Madame Lairaqi et Madame Simari. Les règles du débat. Les interventions Monsieur le directeur, honorable jury, très chère audience, bonsoir. 1983, attaque contre l'ambassade américaine à Beyrouth. 1989, attentat suicide à Jérusalem. 1998, un total de 58 personnes sont tuées par 12 attentats à la bombe dans 11 lieux différents. 2001, les attentats du 11 septembre. 2011, attentat au Nigeria. 2014, massacre de Borno perpétué par Boko Haram. 2015, les attentats de Charlie Hebdo en France et des attentats à Tripoli, au sud du Pakistan, à Nice, à Copenhague, à Bamako, en Isère, au Caire. 13 novembre 2015, attentat à Paris. 24 novembre 2015, attentat à Tunis. Je vous parie combien que cette liste vous a ou paru trop longue ou qu'elle vous a encore fait mal à la tête parce qu'elle se répète. Mais pourtant, elle ne représente que 1/10 de toutes les atrocités que des terroristes et des personnes à l'imagination macabre et funèbre perpétuent à travers le monde. Le terrorisme est une guerre qui va continuer à exister de manière diffuse. Et il est du devoir des dirigeants et des citoyens des différents pays d'adopter une politique nouvelle qui va permettre d'affronter cette guerre nouvelle. L'union, le sacrifice et l'état d'urgence en sont d'ailleurs les solutions clés. Parce que dire non à une vie où la haine et la peur font loi, c'est dire oui à une vie où le sacrifice et l'état d'urgence sont rois. Parce que ce n'est pas l'état d'urgence qui va remettre en cause les droits fondamentaux et les principes d'un état de droit, mais ce sont plutôt les attentats, les tueries et les fusillades que n'auront pas confrontés qui s'en chargeront. Il faut que vous compreniez, chère audience, que l'état de droit se base majoritairement sur 3 grands piliers. Il faut premièrement qu'il y ait des égards pour la volonté du peuple. Il faut ensuite qu'il y ait des égards pour les libertés fondamentales. Et il faut finalement que l'on retrouve un certain mécanisme de contrôle. Alors, quand on parle d'état d'urgence, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une petite restriction de certaines de nos libertés. Mais sans pour autant toucher à l'essence même de l'état de droit. Alors, vous l'aurez compris, nous ne sommes aucunement là pour dire que l'état de droit est ex aequo avec l'état d'urgence, mais nous sommes là pour prouver que l'état d'urgence est un état d'exception qui vise à maintenir le calme et à établir l'ordre en protégeant nos droits fondamentaux en des temps d'exception. Des temps qui sont capables de faire tanguer l'ataraxie avec laquelle nous vivons vers une sorte d'anarchie en un claquement de doigts. Vous savez, chère audience, les dates que j'ai citées au début de mon introduction ne signifient peut-être rien pour vous. Ce sont peut-être que des dates, que des mots, que des infos que vous mettez en sourdine alors qu'elles passent à la radio et que vous voulez écouter votre musique. Mais il faut que vous compreniez qu'elles sont l'origine de la douleur de millions de personnes et qu'elles font l'effet de millions de couteaux plantés dans le cœur et qu'elles laissent derrière elles orphelins et familles endeuillées. Alors me dire que l'état d'urgence renonce au principe de l'état de droit alors qu'il ne fait volte-face que sur 2 ou 3 droits dans une pyramide de droits, excusez-moi, serait pour le moins inhumain et inconcevable. Merci.
Vous avez parlé de la volonté du peuple, ce qui n'a pas été respecté dans plusieurs des cas de l'état d'urgence. Monsieur le directeur, honorable jury, cher auditoire, bonsoir. À l'instar de la plupart des sujets qui ont été proposés durant cette 8e édition des grands débats El Araki, celui-ci peut être qualifié de tout sauf simple à débattre. Il est incontestable que ce sujet n'a cessé de déboucher sur plusieurs altercations de tout genre, et ce, principalement après certains événements qui se sont récemment déroulés. Mais avant de nous mettre aux choses sérieuses, des explications s'imposent. Tout d'abord, essayons de définir les mots-clés du sujet. Premièrement, l'état d'urgence, qui peut être délimité comme étant un état exceptionnel que le pays choisit de mettre en place, dans le but de contrôler une population, un territoire ou des idées. Maintenant, permettez-moi de définir l'état de droit. Ce terme fut défini par l'ONU comme étant un principe de gouvernance qui oblige toute entité, publique ou privée, y compris l'État, à se plier aux lois qui ont été promulguées publiquement et doivent être appliquées sans exception, de manière identique à tous et conforme aux normes et règles internationales aux droits de l'homme. Ce que je viens de vous présenter là ne sont que des définitions superficielles. Parce que le problème ne réside pas là. Il faut se permettre d'ouvrir les yeux un peu plus pour pouvoir voir au-delà de ce qu'on essaie de nous faire croire. Car au nom de la sécurité de la communauté nationale, l'état d'urgence donne le droit aux forces de l'ordre de mettre en place certaines mesures qui peuvent être despotiques, répressives, voire dérogatoires aux règles qui régissent l'état de droit. Ce qui nous mène directement au sujet de notre débat et auquel on va essayer de vous convaincre de la manière la plus logique et la plus concrète. Alors, chers camarades, montons ensemble la barque de la raison qui nous mènera directement vers l'horizon du savoir. Merci. Alors, très chers camarades, il est évident, clair que vous faites l'amalgame entre l'état d'urgence et la tyrannie, parce que l'état d'urgence n'a pas pour but de contrôler une population, de manipuler une population, mais plutôt de la protéger du vice du terrorisme. Et puisque le timing est excellent, mon texte est justement une réponse à ton argument. Alors, quand on lit le sujet de notre débat aujourd'hui, la réponse peut paraître tellement évidente que l'on se pose des questions sur l'essence et l'existence de ce débat. Pourtant, ça n'empêche pas certaines personnes malhonnêtes aux motivations obscures de lancer des énormités telles que l'état d'urgence ne peut pas être compatible avec l'état de droit. Rassurez-vous, très chers camarades, je ne parle pas de vous, vous ne faites que défendre ce qu'on vous demande de défendre, bien que vous n'ayez pas l'air vous-même extrêmement convaincu par votre position. Non, je parle de Mme Marine Le Pen, pour qui c'est une nouvelle opportunité de descendre en flamme, M. Hollande qui essaye d'exercer son travail de président, de défendre sa nation. Je parle de Donald Trump, pour qui c'est une nouvelle aubaine de manipuler l'Américain lambda qui n'a pas de job et qui s'en fout royalement de l'état d'urgence, car il vit dans l'état le plus paisible des États-Unis. En vérité, ce qui se cache réellement entre l'état d'urgence et l'état de droit, c'est l'essence même de la démocratie. C'est ce qu'a essayé de défendre Guy Fawkes le 5 novembre en essayant de faire exploser le Parlement de Londres. Ce qui se cache entre l'état d'urgence et l'état de droit, c'est la vox populi, la voix du peuple. L'état d'urgence, c'est le soulèvement de cette voix unifiée contre la terreur de l'extrémisme. C'est la matérialisation parfaite de l'état, de la volonté du peuple. Ce même peuple qui a voté à travers ses représentants l'état d'urgence, que ce soit aux États-Unis, en France, en Tunisie. Mesdames et messieurs, l'état d'urgence du 14 novembre en France, c'est 336 pour, et accrochez-vous bien, 0 contre. 0 parlementaire a été contre cet état d'urgence. Alors, comment peut-on affirmer avec autant d'insouciance que l'état d'urgence ne peut pas être compatible avec l'état de droit? Comment est-ce possible d'allègrement remettre en cause la légalité de l'état d'urgence alors qu'il reste dans le cadre juridique que le peuple lui octroie en faisant voter cet état à travers ses représentants parlementaires? Il suffit de s'arrêter un moment, d'essayer d'être pragmatique pour comprendre toute la légalité de l'état d'urgence. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des juristes reconnus comme M. Calan, qui est un maître conférencier à l'Université Paris 11, qui le dit. Alors, arrêtons de l'éviter dans de vastes bibliothèques d'idées quasi apocryphes qui, je l'avoue, font bien l'affaire des politiciens paresseux à bout de souffle et des partisans récurrents de la théorie du complot qui crient inlassablement à l'intrusion sournoise et planificatrice de l'État dans la liberté des individus. Parce que, sincèrement, il n'y a rien de tout ça. Merci. Chers opposants, rassurez-vous, nous sommes très convaincus de la position que nous défendons. Et puisque tu as parlé de timing, et comme par coïncidence, même si je ne crois pas vraiment en coïncidence, mon texte est également une réponse à ton intervention. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé par Monsieur le Directeur. Il s'agit de la
Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire un petit constat de ce qu'a engendré l'état d'urgence en France. Plus de 2000 perquisitions musclées ont été menées depuis le décret de l'état d'urgence, et par musclées, je fais allusion à la petite fille de 6 ans qui a été blessée lors d'une descente de police à Nice, une police qui s'est apparemment trompée d'appartement, ou encore à une mère célibataire et son enfant handicapé dont l'appartement a été saccagé à 1h30 du matin avec pour unique indemnité un changement de serrure le lendemain. Plus de 2000 perquisitions en moins de 3 semaines. Nul besoin d'être Einstein pour faire le rapport entre le fait qu'il n'y ait plus de procédure judiciaire et la croix de ce nombre. 529 gardes à vue, dont uniquement 154 liés aux 2000 perquisitions citées précédemment. Quant au reste, il est lié aux manifestations du 29 novembre. Oh, regrettable liberté d'expression. Et vous qui étiez ses défenseurs durant votre dernier débat, j'ai de la peine pour vous. La saisie de 320 armes, dont uniquement 30 de guerre, ce qui veut clairement dire que les 290 autres peuvent très bien être des fusils de chasse, des pistolets, des lance-pierres ou des cutters. Rien n'est jamais sûr. Chers opposants, qu'avez-vous à dire sur les plus de 90% de perquisitions qui ont mobilisé des forces d'intervention, entraîné des dégradations pour enfin quoi? Un résultat nul. Et sachez que je n'avance rien qui ne soit concret. Vous pouvez d'ailleurs très bien demander à vos assistants de vérifier mes propos. À présent, revenons au sujet de notre débat. Et puisque nous sommes entre scientifiques, j'ai décidé de vous prouver, à l'aide de quelques bases en logique, que l'état d'urgence ne peut en aucun cas être compatible avec l'état de droit. Vous connaissez sûrement le raisonnement par l'absurde, oui? Alors, supposons un instant que vous ayez raison et qu'effectivement l'état de droit est compatible avec l'état d'urgence, en sachant qu'un état de droit est un état régi par des lois qui empêchent les dérives, un état où le gouvernement et les citoyens s'engagent à respecter la loi, par conséquent la Constitution. Un état où la loi est au-dessus de tout et de tous, en sachant aussi qu'un état d'urgence, qui est un état d'exception, est un état où le gouvernement se permet de faire abstraction des lois, abstraction qui a engendré en France divers abus, arrestations injustifiées, assignations à résidence sans fondement, dommages et intérêts pour plus de 90% des victimes de perquisitions musclées. Est un état policier et donc un état de non-droit. Par conséquent, l'état d'urgence équivaut à l'état de non-droit. Et par un simple changement d'inconnu, nous obtenons la phrase suivante. L'état de non-droit est compatible avec l'état de droit. Suis-je la seule à le remarquer ou le mot compatible n'a pas lieu d'être? Bien sûr que non, car nul besoin d'être des sciences maths pour comprendre que l'état de non-droit ne peut être compatible avec l'état de droit et donc que l'état d'urgence ne peut en aucun cas être compatible avec l'état de droit. Merci. Très cher camarade, tu viens de parler d'un raisonnement d'absurde. Sache que quand on est sciences maths, le raisonnement de l'absurde, c'est le dernier choix. Alors que moi, je vais raisonner par raisonnement linéaire. Il n'y avait pas... Très cher camarade, il n'y avait pas d'état d'urgence aux États-Unis quand Freddie Gray s'était tabassé dans un camion de police. Il n'y avait pas d'état d'urgence quand Michael Brown s'est fait tirer par un policier blanc. Il n'y avait pas d'état d'urgence quand un homme de 44 ans s'est fait tabasser devant ses 6 enfants. Alors l'état d'urgence est très très innocent. Arrêtez de l'accuser. Enfin bref. Mesdames et messieurs, parlons de manière générale, et surtout vous, très chers camarades, vous êtes bien d'accord qu'aucune de nos libertés n'est absolue parce que vous venez de parler de liberté de dignité. Parce qu'on nous l'a souvent appris, la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Mais ce qui est choquant et ce qui m'intrigue dans vos propos, c'est que vous acceptez ce concept lorsqu'il est attribué à un état de droit. Mais vous le refusez carrément lorsqu'il est joint à un état d'urgence. Non mais, plus schizophrène, ça n'existe pas. Trop de liberté tue la liberté. Sachez très chers camarades, que lorsque vous plaidez à ce que l'on ne touche pas à vos libertés fondamentales pour ainsi vous soumettre à un régime sans sécurité, ce n'est pas un état de droit dans lequel vous vivrez, mais plutôt un état de choc. Lorsque plusieurs attentats terroristes se multiplieront et vous verrez chaque jour mourir un de vos proches, un de vos amis, un de vos voisins, un de vos compatriotes. Sachez, si vous hurlez à l'incurie en hurlant un régime touche pas à mes libertés fondamentales, vous verrez votre état se dissoudre pas à pas pour ainsi devenir un état de rien du tout. Très chers camarades, soyez logiques, soyez sensés. L'état d'urgence, ou bien la proclamation de l'état d'urgence, est une mesure indispensable et salutaire. C'est le bon choix des fois pour instaurer et maintenir la sécurité au sein d'un état de droit.
Alors pour rendre mes propos encore plus tangibles, je vais évoquer l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, pourquoi? Eh bien parce que la Tunisie a été sujet d'une transformation, d'une transition démocratique. Une transition d'un pays en pleine guerre à un pays purement démocrate, placé sous l'état d'urgence pour faire face à la menace djihadiste. L'état d'urgence a renforcé l'état de droit en Tunisie. Et ce ne sont pas mes interprétations, ni mes propos subjectifs, ni personnels, mais plutôt, je vais vous le dire d'une manière assez poétique. La Tunisie a reçu le prix Nobel de la paix 2015, ce qui ne vous laisse pas la possibilité de défendre votre position, ni de riposter. Mesdames et messieurs, en général, soyons brefs. C'est clair, c'est simple, c'est précis. L'état d'urgence est totalement, incontestablement, indéniablement compatible avec l'état de droit, tout simplement parce que l'état d'urgence ne peut être envisageable s'il n'y a pas au préalable un état de droit, ce qui rend la compatibilité entre ces deux états encore plus évidente. Merci. Chers camarades, ce n'est pas logique. Pourquoi attendre l'état d'urgence pour arrêter les terroristes? Mais bon, la meilleure manière pour démontrer la véracité d'une idée est de donner un exemple concret. Donc, je suis Zakaria, un jeune Français d'origine arabe et musulmane. Le 23 novembre, et comme à mon habitude, je pars à la mosquée pour faire ma prière. En entrant, je rencontre mes amis et comment ne pas pouvoir parler du 13 novembre dernier. Un événement qui nous touche tous et bien sûr que nous, les musulmans, en subissent les conséquences. Ils nous ont insultés, menacés et même brûlé notre Coran. Mais cette fois-ci, permettez-moi de vous le dire que c'était aussi incroyable qu'étrange. L'imam nous appelle pour la prière. On s'organise, épaule sur épaule, coude sur coude, Allahu Akbar, la prière commence. La première raka'a, la deuxième et puis la troisième. Et pendant la prostration, le soujoud, j'entends un bruit. Je sens l'implantation des canines dans mon mollet. Ce sont des canines, donc quand même, ça ne pourra pas être mon petit cousin Karim, âgé de 4 ans. Je me retourne et c'est un chien. Oui, je vous l'ai dit, aussi incroyable qu'étrange. Je vous laisse l'histoire à suivre. Donc on a mosquée, France, chien. Vous essayez de comprendre. Eh bien, c'est plus simple que vous le pensez. La police française fait entrer un chien dans une mosquée, et c'était le cas pour la mosquée Tariq ibn Ziyad des Mureaux situés dans les Yvelines, qui elle aussi a eu son droit à la substitution. D'après les fidèles lassés par cette attention dont ils sont victimes, nous n'avons rien à vous reprocher, confie l'un des membres. Nous laissons la police travailler, mais c'est du travail pour rien. La police fait mieux d'enquêter sur Internet. Chers camarades, ma question est la suivante et je m'attends à une réponse claire. Est-ce que vous, en tant que musulmans, trouvez-vous que cette situation est acceptable? Et merci. Je pense que votre histoire est mal placée pour décrire notre sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette histoire, ce qui s'est passé, il s'est passé au matin. Et le Mghorb, c'est 3 raka'a, je ne sais pas comment ça, bon, etc. Donc, mesdames et messieurs, ou plutôt chers camarades, ne faites surtout pas l'amalgame entre les différents états d'urgence adoptés par les différents pays tout au long de l'histoire. Déjà, en parlant de ce sujet, ça me fait plutôt rappeler notre sujet du débat dernier, où nous avons, mon équipe et moi, fermement et analytiquement démontré que la liberté d'expression et la liberté en général est inconditionnellement présente dans les pays démocratiques. Car c'est inconcevable de croire que des pays développés, des pays démocratiques vont dépenser énormément sur un état d'urgence juste pour leurrer leur peuple. C'est inconcevable. Donc soit, si vous croyez au complot, donc vous savez déjà ma réponse sur cette même scène, vous avez présenté notre débat et vous avez entendu ce qui a été dit. Sinon, si vous croyez que peut-être, il pourrait y avoir des mesures de sécurité plus compatibles avec l'état de droit, eh ben j'attends impatiemment vos suggestions que je qualifie d'ores et déjà d'utopiques et de fantasmagoriques. Ceci, d'une part. D'une autre part, je considère que l'état d'urgence en Égypte, et qui a duré pendant 30 ans et qui a été levé après la chute de Moubarak, ou l'état d'urgence en Algérie, qui a pris tout son temps, tout doucement, tout doux, et durera 20 ans, ou celui en Tunisie durant l'ère Ben Ali, en Syrie, etc., n'est tout simplement pas un état d'urgence. Ce n'est pas un état d'urgence pour la simple raison que
bien sûr, dans ces pays, les tyrans abusent de cet outil, ils abusent de l'état d'urgence innocente pour contrôler davantage leur pays. Donc, moralité. L'État, c'est l'idéologie de gouvernance de tout un pays qui est plutôt contraire à l'état de droit et non pas à l'état d'urgence. Merci. Bien, premièrement, écoutez, chers opposants, j'ai dit que vous étiez de bons orateurs, ce que je crois toujours. Par contre, il ne faut pas vous essayer à la pensée, ce n'est pas fait pour vous. Mais puisque vous aimez jouer le rôle du philosophe, alors monsieur le philosophe, veuillez répondre à ma question. Attention, vous allez avoir du mal à suivre. Si le menteur dit qu'il ment, alors il dit la vérité, donc il ne ment pas. Il dit je mens. Si c'est vrai, c'est faux, car en affirmant qu'il ment, il ne ment pas, il dit la vérité. Si c'est faux, c'est vrai, car s'il dit la vérité en disant qu'il ment, il ment. Et s'il ment, il ne ment pas en disant qu'il ment, car il dit la vérité. Eh bien, s'il ment, ce n'est pas un menteur et dit la vérité. S'il dit la vérité, alors c'est un menteur et ne dit pas la vérité. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est ce que j'appelle le paradoxe du menteur, et ça s'applique exactement à vous, chers opposants. Parce que, mesdames et messieurs, ce sont tout à fait les faits qui s'imposent. Le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. Le résultat de ce qui se passe en France, le résultat de ces perquisitions, le résultat de l'assignation à résidence, le résultat de l'interdiction de la liberté de circulation, plus que du mépris, c'est une faute politique impardonnable. Et sachez, chers opposants, qu'avec tout le respect que je vous dois, vous avez une faillite morale, vous avez une faillite politique, vous avez une faillite argumentative, alors un peu de retenue. Parce qu'en tenant ces propos, vous trahissez les petites gens, vous trahissez les ouvriers, vous trahissez les agriculteurs, vous trahissez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans cette école, il y ait un débat, qu'on déchire le voile, la mascarade qui est la vôtre. Il est temps que nous affirmions tous, comme je le fais, les valeurs de la citoyenneté, la légitimité des droits et des libertés, et pour finir, le respect de l'autre. Mais malheureusement, l'outrance et la démagogie que vous tenez sont la démonstration parfaite du climat que vous essayez d'instaurer. Merci. Alors, monsieur Selifi, toi aussi, tu es un excellent orateur. Regarde comment tu as géré ce public. Mais je vais t'expliquer une chose. Nous sommes dans les grands débats El Araki. Dans le grand débat El Araki, il y a grand et il y a débat. Débat, c'est la confrontation de deux idées, non pas de personnes. Alors, tu peux critiquer la personne tant que tu veux. Tu ne fais pas avancer le débat. Il faut critiquer les idées, ce que tu n'as pas fait. Alors, quelques kalachnikovs, quelques paquets de munitions, une bande de fous nourris aux amalgames et aux interprétations hasardeuses, et toute une nation se retrouve à genoux. Une ville soudainement hypocondriaque qui n'a plus que le sillage du nom qu'elle porte, la ville des Lumières. Le Stade de France ne se compte plus. Paris, pardon, sombre de l'obscurité d'une nuit sanglante. Le Stade de France ne se compte plus le nom des joueurs issus du brassage des cultures et de la tolérance. L'état de droit ne semble être qu'un vestige du passé désormais lointain. Toutefois, on ne peut pas laisser un démon éteindre la lumière, car même des ténèbres abyssales, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Paris doit s'éveiller à nouveau, grouillant de cette mixité culturelle qui est sienne. L'état d'urgence se voit alors le meilleur moyen d'assurer la continuité de la vie et des libertés qui constituent à la fois Paris et l'état de droit. Mais qu'est-ce réellement l'état d'urgence dont nous sommes en train de parler? Il ne peut y avoir de faux semblants sur ce sujet. Alors, l'état d'urgence, c'est défini comme un régime exceptionnel qui renforce les pouvoirs de l'autorité administrative lors d'une période trouble. D'un point de vue pessimiste et irrationnel, ce régime est une sorte de tyrannie déguisée qui permet à ces malfrats qui nous font office de gouvernement de manipuler et endoctriner le peuple. Mais quand on s'arme d'un esprit pragmatique, quand on cherche la vérité qui se cache derrière la vicissitude de la vie politique, l'état d'urgence est le seul moyen capable de maintenir l'état de droit. Car si l'état de droit est anéanti, de quelle compatibilité sommes-nous en train de parler? Il me semble tout à fait naturel et élémentaire que pour parler de compatibilité, il faut déjà avoir deux entités. Or, si nous laissons le vide de l'extrémisme et du terrorisme détruire ce que nous avons de plus cher en adoptant une stratégie naïvement pacifiste et surtout chimérique, il ne reste plus rien, si ce n'est le chaos. Et alors, dans ce cas, l'état d'urgence, d'état de droit, n'est plus, et ce débat n'a plus raison d'être. Alors, chers camarades, avons-nous réellement besoin de vous dire que toute autre alternative à l'état d'urgence n'est qu'une vaine fantasmagorie? Il me semble que non, car je vous estime et je suis profondément convaincu que votre esprit de scientifique est parfaitement capable de discerner entre le bien et du mal. Alors ne faites pas semblant. Merci.
Chers camarades, à propos de mon histoire, les meilleures leçons à donner, ce sont les bons exemples. Concentrez-vous sur l'essence des choses au lieu de leur forme. Et en revenant à mon histoire, j'ai eu l'impression que l'impertinence de vos arguments et votre arrogance m'a fait plus mal que la morsure du chien. Oui, la morsure du chien. Bien sûr que j'aurai besoin des soins. Alors, je me dirige vers le plus proche hôpital. À l'entrée de l'urgence, un policier me retient pour vérification d'identité. Oui, les attentats, ma tête d'arabe, la djellaba, mais quand même, mes soins et après, la sécurité. Pire encore, j'entre à la maison, je retrouve ma mère choquée. Pourquoi? Ils ont interdit le hajja d'entrer au supermarché à cause de son voile. Pour le moment, seuls les musulmans font l'objet de la méfiance des autorités. Les fouilles de restaurants halal, de maisons, de mosquées n'en finissent pas. Rien n'est épargné aux musulmans drapés dans leur mutisme. On dit que logique et bon sens nous donnent un chef. Bon sens sans logique nous donne un employé. Logique sans sens nous donne une catastrophe. Honorable jury, cher auditoire, avant toute mon interprétation, chers camarades, je vous dis que je vous respecte et quand même, vous n'êtes pas une catastrophe. Mais ce que j'essaie de comprendre, avec quel raisonnement ou même logique supportez-vous le fait que l'état d'urgence, votre attention s'il vous plaît, que l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit après avoir peut-être compris nos arguments qui, oui, prouvent le contraire. Si ce n'est pas le cas, chers camarades, vous êtes encore à côté de la plaque. Bon, pour vous sortir de votre léthargie, laissez-moi vous donner un exemple plus simple. Supposons que je suis un gouvernement et que cette trousse est mon peuple et que ce crayon est un citoyen avec son droit. Pendant un état d'urgence, ce que je pense faire est de protéger mon citoyen avec son droit. Mais ce que je fais en réalité est de priver mon citoyen de son droit. À ce point-là, chers camarades, je pense que c'est assez clair. Et si vous revenez encore une fois pour faire votre show, je vous dis que c'est juste votre incapacité de nous entendre et d'analyser votre situation et de la comprendre. Et merci. Alors, pour vous expliquer, écoutez bien, Ébulite provient de l'école mégarique, qui était connue pour vendre la philosophie. Juste suivez. Ce qui est un principe, ce qui est contre les principes fondamentaux de la philosophie. Alors on en déduit que le paradoxe du menteur qui provient de cette école n'est en lui-même qu'un mensonge. Alors, pour faire court, ce que vous avez dit n'a aucun sens. Alors, les États-Unis, la Syrie, la France, la Tunisie, nombreux sont les pays qui ont eu recours à l'état d'urgence en des temps de crise et d'exception. Ces pays sont en guerre. Pas une guerre à laquelle l'histoire nous a habitués. Non, une guerre nouvelle, extérieure et intérieure, où la terreur est le premier objectif et la première arme. C'est une guerre dont le front se déplace constamment et se retrouve au cœur même de notre vie quotidienne. Cette guerre nouvelle reste une guerre planifiée, menée par une armée de criminels. Ce qui est nouveau cette fois-ci, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper et de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. Fusils d'assaut, décapitation, bombes humaines, armes blanches, et j'en passe. Et ce qui change aussi, c'est que cette nouvelle guerre se défie des frontières. Daesh, l'État islamique, tout comme Al-Qaïda, en brigade, recrute, forme, met en lien, transmet des consignes, organise avec un seul mot d'ordre. Le chaos. Ces actes terroristes ne se font pas au hasard. Ils ciblent une jeunesse éprise de vie, aspirant à l'émancipation par le savoir, le goût des différences, la culture, la musique et l'élan vers les autres. Ce totalitarisme veut faire soumettre ces peuples et les faire céder à la peur. Mais ces pays, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ne se soumettent pas et ne renoncent pas. Ils se battent. Et pour cela, ils ont besoin d'unité et de rassemblement. Pas parce qu'il faut faire taire les clivages, mais parce que l'unité est dans ces temps difficiles la condition de l'efficacité. Ces peuples doivent être unis et se voient obligés de s'appuyer sur la force de leurs droits. Or, dans le cas échéant, la force de leurs droits, c'est notamment l'état d'urgence. Vous savez, la sécurité est la première des libertés. Et c'est pour cette raison que d'autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées dans une mesure strictement nécessaire. Et gardez en tête que sous toutes ces perquisitions et ces assignations dont vous avez parlé tout à l'heure se font dans les règles de l'art et dans le respect total des droits de l'homme. Alors, chère audience, mes camarades et moi allons vous prouver la compatibilité de ces deux états par un raisonnement logique et concis. Tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi, pour prouver la compatibilité de deux choses, il faut qu'elles aient le même objectif et les mêmes retombées. Alors dans le cas présent, il est évident que l'état d'urgence et l'état de droit visent toutes les deux à instaurer le calme tout en octroyant au peuple leurs droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à la sécurité.
Et deuxièmement, ces deux choses ne peuvent exister l'une sans l'autre. Pour faire court, il faut que vous compreniez, que l'état d'urgence fait partie de l'état de droit et qu'un état de droit en période d'exception, sans un état d'urgence, serait anarchique. De 1 et 2, on déduit tranquillement et sans effort que l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit. Merci. Chers camarades, si c'était un concours de qui aurait le plus de rimes ou de synonymes dans son intervention, vous auriez sûrement gagné. Mais ceci est un débat. Alors, au lieu d'essayer de nous prouver que vous savez utiliser un dictionnaire, essayez plutôt de prouver que l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit. Depuis le début de votre débat, vous clamez haut et fort que sacrifier une liberté pour de la sécurité est une chose tout à fait normale. Je vous répondrai, ou plutôt Benjamin Franklin vous répondra que ceux qui sont prêts à abandonner leur liberté fondamentale pour plus de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Et le comble de l'ironie, c'est qu'ils sont prêts à abandonner leurs droits les plus fondamentaux, non pas pour plus de sécurité, mais pour un semblant de sécurité, et je le répète, un semblant de sécurité. Alors, oser parler de cet état d'urgence comme étant une période de deuil, de compassion, de solidarité, de refus de l'hypocrisie, c'est vraiment se moquer du monde, mais c'est surtout se moquer de soi-même. Refuser de voir que cet état d'urgence n'est qu'une stratégie politique mise en place par le gouvernement afin de leurrer ses citoyens, comme vous l'avez dit, M. Jekik, n'est que la preuve de votre naïveté confondante. Mais il faut avouer que cela a une certaine efficacité, vu que vous semblez rassuré par cette agitation brouillonne qui cache l'intention de vouloir faire de cet état d'exception une nouvelle normalité, menaçant par conséquent la démocratie. Car figurez-vous qu'en plus de la prolongation de 3 mois qui a été votée récemment, Manuel Valls, Premier ministre, évoque une très certaine reprolongation de cet état d'urgence au-delà de ces 3 mois. Là, 2 questions s'imposent. Et si cet état d'exception devenait un état d'exception permanent? Ou encore, à qui profitera cet état d'exception permanent? Certainement pas au peuple, comme le prétendent des partisans de l'état d'urgence, qui l'utiliseront afin de justifier les écarts qu'ils entreprendront. Alors, évitez de nous refaire votre show sur les théories conspirationnistes, car les faits sont les faits, vous n'avez qu'une échappatoire devant vous, elle n'est autre que d'admettre la réalité. L'état d'urgence ne peut en aucun cas être compatible avec l'état de droit. Merci. Très chers camarades, permettez-moi de vous dire que vous venez de commettre une erreur aussi bien terminologique qu'historique. Benjamin Franklin n'écrivait pas en tant que sujet qui donnait sa liberté pour son gouverneur, mais plutôt en tant que législateur. Alors, je vous prie de bien mettre à jour la dernière version de vos informations. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de nous dire que nous étions impertinents, que nous étions démagogues. Eh bien, moi aussi, je vais vous dire, vous êtes hors sujet. Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce que je l'ai dit. Vous n'avez pas démontré qu'on était hors plaque. Alors, je vous demande cordialement de vous calmer. Mesdames et messieurs, je le dirai et je le redirai, quand notre état d'urgence décide de décréter, notre état de droit décide de décréter un état d'urgence pour promouvoir notre sûreté, notre sécurité, notre assurance et notre paix sous certaines restrictions temporaires, et bien évidemment qu'il faut accepter ces restrictions, surtout si cela pourrait éviter d'autres scènes d'horreur, de terreur, de crimes, d'assassinats et de massacres. Très chers camarades, l'état d'urgence est incontestablement compatible avec l'état de droit. Et très chers camarades, arrêtez de vous comporter tels des défenseurs des droits de l'homme, aveuglés par ce concept de droit et de liberté, parce que vous ne faites que défendre l'indéfendable d'une manière très déraisonnable. Merci. Chers camarades, élever très haut le débat est une façon élégante de le perdre de vue, si vous voyez ce que je veux dire. Les droits de l'homme, probablement la caractéristique la plus concrète qui fait de nous le peuple le plus civilisé que l'humanité ait connu. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux, selon l'article 1er du droit international. La relation avec notre sujet n'est peut-être pas assez claire. Laissez-moi donc vous l'expliquer. Selon le droit international, l'état d'urgence ne doit en aucun cas atteindre les citoyens du pays mis en cause dans le cas d'un quelconque danger qui pourrait menacer la sécurité intérieure. De ce fait, l'état d'urgence ne donne le droit à personne et à quiconque de s'attaquer à tout citoyen sous prétexte qu'il est musulman, juif, chrétien, blanc, noir, rouge ou d'une toute autre ethnie. Jusqu'ici, nous sommes bien d'accord.
mais ce qui est supposé exister est bien loin de ce qui existe. Prenons un simple exemple très proche de nous, autant géographiquement que chronologiquement parlant. Je pense que vous avez deviné ce à quoi je fais allusion. Je parle bien évidemment de la France. Récemment, les forces armées françaises se sont attaquées à l'un des droits les plus fondamentaux de l'être humain par la charte de l'ONU. Et il n'est autre que le droit à la vie privée. Dans la majorité des cas, les policiers forcent les portes, perquisitionnent les demeures et laissent les personnes sans excuse ni dommages et intérêts pour réparer les dégâts causés. Qu'est-ce que ça pourrait bien être si ce n'est du pur abus de pouvoir? Vous serez peut-être tentés de nous dire que nous faisons une fixation sur la France. Laissez-moi, chers camarades, vous démontrer que cet État n'est pas exceptionnel et ne l'est nullement dans notre monde actuel. Prenons le simple exemple des États-Unis. Après l'incident du 11 septembre, l'état d'urgence fut décrété. De ce fait, plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme se sont retrouvées au beau milieu de la célèbre prison de Guantanamo, sans procès, sans justification et subissant les pires tortures que l'être humain puisse subir. Dites-moi, chers camarades, est-ce que notre conscience nous permet, en tant qu'être humain, qu'au nom de l'état d'urgence, on oublie tout ce qui est humain dans l'être humain? Vérité révélée contre vérité argumentée. Le débat n'a jamais été aussi difficile, principalement parce que la révélation exclut en principe l'idée même du débat. Et il est incontestable que notre équipe est celle qui présente la révélation. Merci. On a déjà parlé des abus policiers, des perquisitions, et je pense que c'est clair. Et mon équipe a voulu transmettre un message qu'on se sent vraiment très heureux parce que vous avez débattu, notre équipe, plus que vous avez débattu le sujet, vous avez débattu notre psychologie, et merci, je me connais mieux maintenant. Donc, des sujets pareils qu'on provoque intentionnellement ou pas pour dérouter les gens, pour détourner leur attention de ce qui est vraiment important, pour qu'ils ne puissent plus voir la grande image. Oui, les médias sont responsables. Les médias, mesdames et messieurs, sont devenus une drogue narcotique qui nous plonge dans une profonde léthargie où notre cœur durcit et ne donne plus de valeur pour les moments de chagrin. Parce que quel droit es-tu en train de restreindre chez un peuple blessé? Il lui dit, maman chérie, je pars ce soir au Bataclan. Je t'appellerai plus tard. Donc surtout ne t'inquiète pas, je t'appellerai plus tard. Et malheureusement, c'est TF1 qui l'a rappelé plus tard. C'est TF1 qui l'a rappelé plus tard pour lui reporter le décès de son fils. C'est affreux, c'est horrible. Ou encore cet enfant libanais encore jeune qui ne sait faire la différence entre chiites ou sunnites se trouve dans une situation où, à vrai dire, il ne se trouve plus. Il est mort. Il est mort comme d'autres dans une explosion à Beyrouth. Ou encore ce beau couple jeune qui célèbre sa lune de miel à Sousa en Tunisie, heurte le destin douloureux, tout comme les balles de Kalachnikov de ces terroristes les a heurtés. Il les a tués eux, mais certainement pas leur amour, certainement pas leurs ambitions, certainement pas leurs rêves. Donc, maintenant vous devez être conscient devant ces atrocités, devant ces énormités, devant ce paroxysme d'agonie que la seule chose qui peut vraiment... l'état d'urgence, c'est le meilleur. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais expliciter quelques faits. Le paradoxe du menteur dont j'ai parlé est issu de la philosophie régressive qui cherche à critiquer en fait l'école dont tu viens de parler. Et en effet, par expérience, chers opposants, et comme j'ai siégé à maintes reprises dans l'opposition, je pense que pour mériter cette chaise, il faut avoir le triomphe mesuré et modeste, ce que vous n'avez pas effectivement. Votre intervention, chers camarades, malheureusement, une nouvelle fois. C'était vrai d'ailleurs à des occasions même plus graves que nous avions connues, et je le regrette, parfaitement caricaturales. Et puisque vous avez parlé de l'état de droit et de l'état d'urgence, je voudrais simplement rappeler, et cette fois-ci pour de bon, que lorsqu'on ne sait pas choisir, lorsqu'on ne sait pas différencier l'état d'urgence de l'état de droit, on commet là une faute politique et morale, monsieur Jakik. Parce que je ne sais pas quel est votre programme, je ne sais pas quel est votre projet, sinon de dire qu'avec 2 tonnes de béton et 10 mètres carrés pour chaque personne, on garantit le droit de tous. Je ne sais pas quel est votre projet, sinon uniquement pour mettre en cause la sécurité publique, une sécurité
défaillante qui ne cesse d'accuser le premier musulman en le marginalisant et en lui arrachant ses droits. Je ne sais pas quel est votre projet, sinon uniquement pour mener le débat nauséabond sur la justice et la liberté. Alors oui, face à vous, face à vos adjuvants, ils sont des dizaines, ce soir, des dizaines, à tenir des propos antisémites, à tenir des propos racistes, à tenir des propos homophobes, à tenir des propos sexistes, à s'en prendre à des musulmans, à des Africains, à des Chinois, à des Irakiens. Vous voulez que je vous donne toute la liste? Non, ce ne sont pas, monsieur, des cas isolés, ce sont des cas graves, et vous le savez parfaitement, ce sont des récidivistes. Alors ça suffit le mensonge, ça suffit l'outrance. Même vous, vous enfourchez le cheval de la démagogie. Même vous, vous trahissez les droits de l'homme pour vous unir à la violence et au racisme. Même vous, vous vous attaquez à l'état de droit. Même vous, alors qu'il y a juste quelques jours en France, des policiers armés s'attaquaient à des innocents en raison de leur teint ou de leur religion. Même vous. Ça suffit, mesdames et messieurs, ça suffit ces démagogies. Ce qui a justifié votre arrivée en série A il y a un mois devrait en toute logique aujourd'hui justifier votre départ. Merci.